Bienvenue dans notre analyse approfondie des sources sur Ethereum. Aujourd'hui, on plonge dans l'Ethereum. C'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'il distingue, disons, de Bitcoin? On va aussi regarder les dernières mises à jour techniques et puis son histoire, qui est parfois assez agitée. On a pas mal de documents, des comparaisons, des articles techniques, des infos générales, même un aperçu de son cours récent. L'objectif, c'est de clarifier ce qu'est Ethereum et pourquoi c'est si important dans l'univers crypto. Allez, on y va. Oui, bonjour. C'est un sujet dense, effectivement, avec beaucoup de facettes. Technologie, économie, réglementation, tout y passe. Commençons peut-être par la base, la distinction avec Bitcoin. Une des sources cite Michael Saylor, qui décrit Bitcoin comme une propriété crypto, une sorte de réserve de valeur numérique très stable, avec un protocole qui a quasiment pas bougé depuis le début. C'est une manière de voir les choses, oui. Et Ethereum, qui a été lancé en 2015 par Vitalik Buterin, ça visait autre chose dès le départ. Lui, il voyait ça comme une plateforme crypto. L'idée, c'était de permettre de créer des applications décentralisées, les dApps. Ah oui, les fameuses dApps. Exactement. Et ça, grâce aux contrats intelligents, les smart contracts. En gros, c'est du code informatique qui s'exécute automatiquement sur la blockchain. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant et peut-être compliqué, parce que cette différence, elle a des implications énormes, notamment sur le plan réglementaire. Bitcoin, à cause de sa stabilité, beaucoup pensent qu'il échappe à la définition de security, de valeur mobilière pour la SEC américaine. Il y aurait un consensus là-dessus. Oui, c'est souvent présenté comme ça. Mais Ethereum, c'est différent. Justement parce qu'il évolue tout le temps. Il y a des mises à jour régulières, c'est piloté par des développeurs. Du coup, la question se pose, est-ce que ça pourrait être vu comme une security? Absolument, mais cette capacité à changer si radicalement la politique monétaire peut évoluer, les mises à jour comme Pectra et Fusaka sont prévues pour accélérer les choses, ça pose la question de la décentralisation réelle, et donc ça revient sur la table de security ou pas. La preuve d'enjeu elle-même, d'ailleurs, soulève des questions sur qui contrôle vraiment le réseau. Justement, parlons de Pectra. Prévu pour mai 2025 si tout va bien. Qu'est-ce qu'elle apporte concrètement? On parle d'améliorer les portefeuilles avec le IP 7702. C'est quoi ça, en simple? Une sorte d'abstraction de compte. Oui, le EIP 762, c'est une tentative de simplifier l'expérience utilisateur. En gros, ça permettrait à un portefeuille classique d'agir temporairement comme un portefeuille plus complexe, un smart account, pour faire plusieurs opérations en une seule transaction. Pectra vise aussi à simplifier la gestion pour ceux qui valident les transactions et à améliorer la capacité du réseau avec les blobs qui avaient été introduits avant. Ces espaces de données moins chers, c'est ça. Voilà, donc Pectra, c'est de l'optimisation, de la préparation pour l'avenir. Mais attention, le déploiement sur les réseaux de test comme Olskey et Sepoya, ça n'a pas été simple. Il y a eu des soucis techniques assez sérieux. Ah oui? Oui, ça montre bien la complexité de ces mises à niveau. Ils ont même dû lancer un nouveau réseau test, Hoodie. L'impact réel pour l'utilisateur final, ça dépendra de l'adoption de ces nouvelles fonctions par les développeurs de portefeuilles et d'applications. Et cette complexité, ces risques, ça fait écho à l'histoire d'Ethereum, qui n'a pas été un long fleuve tranquille. Je pense au piratage de The DAO en 2016. Ça avait secoué tout le monde. Ah oui, le hack de The DAO, un moment fondateur, presque. Ça a mené à ce fameux hard fork, cette scission très controversée. C'est là qu'est né Ethereum classique, ETC. Parce qu'une partie de la communauté refusait de modifier l'historique de la chaîne pour récupérer les fonds volés sur la chaîne principale, Ethereum ETH. Et plus récemment, il y a eu d'autres gros coups durs. L'attaque du réseau Ronin, lié au jeu Axie Infinity en 2022. Oui, environ 600 millions de dollars volés, c'était énorme. Et puis le piratage de Bybit en février 2025, apparemment un vol record de 1,5 milliard de dollars en ETH attribué au groupe Lazarus. Ça a refroidi un peu quand même. Clairement, ça rappelle que la sécurité reste un enjeu majeur constant. Mais malgré tout ça, le cœur d'Ethereum, ça reste les contrats intelligents. Ce code qui tourne sur la blockchain, qui permet des échanges, des accords, sans passer par une banque ou un avocat. Enfin, sans intermédiaire centralisé. Et pour utiliser ça, il faut payer des frais, le gaz, en Ether, l'ETH. Exactement. Et l'ETH, sa valeur, comme le montre le graphique qu'on a, elle est assez volatile d'ailleurs. Ça fait partie de l'écosystème. Si on essaye de prendre un peu de hauteur, Ethereum, c'est vraiment la fondation sur laquelle beaucoup d'innovations récentes se sont bâties. La DeFi, la finance décentralisée, les NFT.
Tout à fait. Mais les défis restent importants. La scalabilité, c'est-à-dire la capacité à traiter beaucoup de transactions par seconde, aujourd'hui on est autour de 15, c'est peu. Oui, c'est loin de ce qu'il faudrait pour une adoption massive. Voilà. Et puis ce débat qui revient toujours sur la centralisation, surtout avec la preuve d'enjeu. Est-ce que ça ne concentre pas trop le pouvoir? Bon, alors si on devait résumer tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Ethereum, c'est une plateforme blockchain programmable, elle est en évolution constante, très différente de Bitcoin par sa flexibilité, son but étant de faire tourner des applications. Son histoire est marquée par des innovations techniques majeures comme The Merge, des mises à jour ambitieuses mais complexes comme Pectra, mais aussi par des défis de sécurité et de passage à l'échelle qui sont persistants. C'est une bonne synthèse. Et peut-être pour ouvrir un peu, au-delà de la technique et de la finance, la question qui me semble fascinante, c'est comment cette capacité d'Ethereum à exécuter du code de manière décentralisée pourrait, à terme, transformer d'autres domaines. On peut penser à la gouvernance des organisations, à la gestion de la propriété intellectuelle, peut-être même à l'organisation sociale elle-même. Certaines sources évoquent des systèmes de rétribution décentralisés, par exemple. Quelle nouvelle forme de collaboration vraiment inédite pourrait émerger de tout ça? C'est une piste de réflexion qui, je trouve, dépasse largement le cadre purement crypto, quoi.